Les projets SCAF et MGCS sont officiellement lancés en 2017. Ces deux projets vont également partager la même méthode de travail basée sur une répartition par piliers thématiques. Les thématiques des piliers et leur répartition entre les différentes entreprises nationales devraient être définies en fin d'année 2023. Même si la liste des thèmes des piliers du SCAF est un bon support de discussion en tant que tel pour le MGCS, il semble nécessaire de prendre en compte les spécificités de chaque matériel. Dans cet épisode, LTDO vous propose d'élaborer des hypothèses sur les futurs piliers du MGCS. Dans un premier temps, un rappel de la méthode du SCAF est nécessaire. Dans une deuxième partie, cette méthode sera imaginée sur le projet MGCS. Dans une troisième partie, un focus sur les récentes coopérations franco-allemandes sera fait. Le 21 septembre 2023, les ministres Lecornu et Pistorius relancent le projet MGCS. La méthode du MGCS devra s'inspirer de celle du SCAF. Cette méthode doit permettre de mettre au point l'un des systèmes d'armes les plus complexes au monde. Cette méthode est découpée en phases, qui permet de séquencer l'avancement du projet par le passage d'étapes majeures. Le projet est également découpé en piliers thématiques. L'organisation générale du projet a été bâtie après l'analyse de la gestion de programmes similaires, et notamment celui de l'A400M, marqué par de trop larges dérapages de calendrier et de budget. Dans les premières phases du projet, il est prévu la réalisation de démonstrateurs avant 2030. Des démonstrateurs du futur avion de combat et du moteur sont prévus. Plus tard, un démonstrateur de drone de combat pourrait éventuellement être réalisé. On le voit, chacun des piliers auront des temps plus ou moins identiques. Ils devront surtout être coordonnés pour maîtriser le calendrier général. Le prototype et le démonstrateur répondent à deux logiques différentes. Le prototype est un engin quasiment identique à celui qui sera produit. Il permet de s'assurer que les choix répondent bien au cahier des charges et que les technologies sont bien maîtrisées avant la mise en production. Il peut également permettre de faire un choix entre plusieurs prototypes en concurrence. Le démonstrateur est réalisé avant le prototype, ce n'est pas un produit quasi fini. Il sert aussi bien à explorer le champ des possibles qu'à le restreindre en fin de processus. Au début du programme, le projet SCAF est organisé autour de 5 piliers thématiques. En 2020, d'autres piliers sont ajoutés suite à l'intégration de l'Espagne dans le projet et la nécessité de lui confier le pilotage de piliers. Les 7 piliers du SCAF sont l'avion de combat de nouvelle génération, le moteur, les remote carriers, le cloud de combat, le SimLab, les capteurs et enfin la furtivité. Le pilier 1, avion de combat NGF, a pour leader l'entreprise française Dassault, avec pour partenaire principal Airbus DS. Le pilier a bien sûr pour objectif de concevoir la plateforme de l'appareil de combat de nouvelle génération. Le pilier 2, moteur, a pour chef de file initial Safran, avec MTU en appui. Puis la joint venture EMET a été créée en 2021, pour réunir Safran et MTU avec pour partenaire principal l'espagnol ITP. Concernant le pilier Remote Carriers, il est conduit par Airbus et le français MBDA. Il a pour but de concevoir les effecteurs déportés et de veiller à les intégrer à l'ensemble. Le pilier 4 est lié au cloud tactique ou de combat. Il est confié à Airbus pour l'Allemagne, Thales pour la France et Indra pour l'Espagne. Le pilier doit créer les outils devant permettre le partage des données entre différents systèmes d'armes et ou sous-systèmes. Le 5e pilier, SimLab, a pour fonction d'assurer la cohérence d'ensemble du projet. Il est attribué à Airbus, Dassault, Safran et MTU, ainsi qu'à MBDA et Thales en sous-traitant. Le pilier doit permettre de coordonner l'ensemble des autres piliers afin qu'ils avancent de concert alors qu'ils requièrent des technologies très disparates. Le pilier 6 devra permettre l'intégration des capteurs, la fusion de données et la restitution des informations. Le pilotage est confié à l'espagnol Indra avec Thales et FCMS. Enfin, le pilier 7 mène des travaux sur la furtivité de l'ensemble des systèmes et sur tous les spectres que peut revêtir la furtivité. Le pilier est piloté par Airbus Defence and Space et Dassault. Il convient d'ajouter qu'à l'origine, le projet SCAF réunit la France et l'Allemagne, puis l'Espagne intègre l'équipe à partir du 14 février 2019. La Belgique rejoint le projet comme observateur le 19 juin 2023.
Le projet SCAF a su fédérer et intégrer de nouveaux participants au projet en cours de route. La répartition du travail a donc été modifiée en conséquence. Il est également possible que cela se produise dans le cadre du projet MGCS. Enfin, à la manière du SCAF, les acteurs voudront sûrement faire avancer plus ou moins vite certains piliers ou certains aspects de la démarche générale. Par exemple, concernant le SCAF, certains en Allemagne semblent vouloir faire avancer plus vite le pilier concernant les effecteurs connectés. Enfin, sous divers prétextes, fondés ou non, certains voudront déstabiliser ou faire échouer le projet. L'histoire des projets majeurs le montre, la gestion de ce type de crise semble inévitable. Afin de contrer ces événements de diverses natures, et avec une pointe d'ironie, on pourrait imaginer que la gestion de la communication fasse l'objet d'un pilier du MGCS. Tout cela étant dit, quels pourraient être les piliers du MGCS vus sous l'angle de la méthode SCAF? Historiquement, 3 grands thèmes marquent le développement du char de combat, à savoir la mobilité, la puissance de feu et enfin la protection, auxquels il convient d'ajouter la fonction de contrôle et de commandement. Ces 4 capacités sont au cœur du système d'armes char de combat. Cela doit-il dire pour autant que ces 4 thèmes doivent forcément trouver leur place en tant qu'intitulé d'un pilier? Pas forcément. De même, les thèmes liés à la fiabilité devront être pris en compte. Enfin, les éléments constitutifs d'une nouvelle génération devront faire l'objet d'une attention particulière. De même, les logiques industrielles nationales seront déterminantes dans le choix des thèmes et la répartition des piliers. Avant d'évoquer le pilier 1 lié à la plateforme principale, en tant que tel, il convient d'indiquer qu'un projet d'armement complexe est découpé en tranches qui peuvent elles-mêmes se ranger dans différentes catégories. Les sous-systèmes peuvent être considérés comme plus ou moins indispensables au projet global en fonction de différents critères comme celui de la maturité technologique par exemple. Dans le cas du MGCS, le pilier 1, plateforme principale, sera-t-il découpé en sous-systèmes thématiques? Dans une première approche, il est possible de se référer à la liste des sous-systèmes de projets plus anciens de même nature. Initialement, le programme XM1 Tank System, lancé en 1972, comprend les sous-systèmes suivants. Le moteur, la transmission, le système de suspension, le système de vision nocturne, le système de stabilisation, le système d'armement primaire et le système d'armement complémentaire. Concernant le système d'armes principal, le ministre des Armées français indique dans un communiqué d'octobre 2023 son souhait pour un canon de gros calibre, capable de tirer à 8 km. L'allemand Rheinmetall, avec son canon de 130 mm, s'oppose au français Nexter et son canon Ascalon de 140 mm. Il semble indispensable de faire un choix pour répondre à un principe de simplification de la chaîne logistique à l'échelle interalliée. Les canons occidentaux offrent des caractéristiques inférieures aux canons soviétiques et russes dans la mesure où les canons russes sont capables, en 2023, de tirer depuis le canon principal un missile anti-char d'une portée de 8 km. Si la longévité du MGCS se cale sur celle des matériels existants, il semble nécessaire de prévoir peut-être gros pour préserver des marges d'évolution plus confortables. Le système d'armes secondaires pourrait trouver sa place dans le même pilier que celui de l'armement primaire. L'armement secondaire devra apporter sa part dans le traitement de la menace anti-drone. L'armement secondaire sera probablement multiple, faisant appel à des canons et des équipements à énergie dirigée pour aveugler l'ennemi ou le détruire à l'aide de lasers ou d'autres types d'équipements. En partant du principe que le sujet du système de stabilisation est inclus dans celui du système d'armes principal, le sujet de l'armement principal pose également la question des munitions. Dans quel pilier ce thème prendra-t-il sa place? Dans le pilier 1 ou le pilier 3, avec les effecteurs déportés, ou dans un pilier ad hoc regroupant l'armement principal et les munitions? Concernant le système de chargement, il semble qu'un système automatique soit incontournable, tout comme le choix d'une tourelle inhabitée. Concernant les munitions et le système d'armes secondaires, il serait peut-être intéressant d'explorer le champ des possibles pour une dotation en missiles du char principal. L'étude d'un missile universel, tiré soit depuis le canon soit depuis une niche située dans la tourelle, semble nécessaire pour le tir longue portée contre tout type de menace. La plateforme principale sera dotée de blindages passifs et réactifs modulaires ainsi que d'une défense active de type hardkill. Il ne faut pas oublier que la question du blindage a été fondamentale lors du développement du M1 Abrams.
Concernant les systèmes de type Hardkill, le chef d'état-major de l'armée de terre semble en faveur de l'intégration d'un système de protection active sur les chars Leclerc et les blindés de la famille Scorpion, comme le Griffon, le Jaguar ou encore le Serval. Si sur le principe les déclarations marquent un intérêt pour le système, la dimension budgétaire déterminera le nombre de systèmes et le planning de mise en œuvre. Quoi qu'il en soit, les sociétés européennes seront avec certitude dans la course, mais en tant que challenger du leader israélien Rafael et de son système Trophy. Le système français Diamant de Nexter a été testé sur un Griffon en juillet 2022, selon une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la DGA. Le système allemand de Rheinmetall, Strike Shield, semble assez similaire dans l'approche. Ces solutions offrent une protection à 360 degrés pour les véhicules lourds et légers. Dans le cadre du développement d'une nouvelle plateforme destinée à devenir un char de combat, il semble incontournable de se poser la question des véhicules dérivés. Les fonctions de protection rapprochées, du génie d'assaut et le soutien logistique de l'avant pourraient utilement partager un même châssis. La pose de pont, le minage et le déminage, ainsi que l'ouverture d'itinéraires sont des fonctions indispensables pour assurer la mobilité. La plateforme universelle russe Armata est la dernière réalisation qui illustre ce propos. L'Armata a permis le développement du char T-14, du véhicule de combat d'infanterie lourd T-15, et il est souvent évoqué en remplaçant du BMP-T2 monté sur un châssis Armata. Plus récemment, l'agence de Prestas fait part de la volonté de développer un Armata conçu pour le soutien logistique à proximité immédiate de la ligne de contact. Si la question des véhicules dérivés se pose, il en est de même des véhicules de soutien. Ces derniers ont pu être absents de précédentes réflexions, notamment lors du développement du M1 Abrams. Il est impossible de considérer le char de combat comme un objet isolé, c'est tout l'écosystème qui doit être pris en compte. Passer outre, pour des raisons budgétaires qui se traduiraient par un manque de crédits de développement ou de ressources humaines, ne fera qu'alourdir le coût global du projet, ou pire, réduira son efficacité. Concernant le moteur du char de combat du futur, il semble que la première des considérations est de répondre à une tendance lourde, la prise de poids du matériel tout au long de sa durée de vie. Si la conception devra répondre à un cahier des charges qui placera le moteur au plus haut niveau de performance du moment, il faudra soit prévoir des capacités d'évolution du moteur, soit prévoir, dès le début du projet, son remplacement à terme. De plus, il semble indispensable que les réflexions prennent en compte le besoin du maintien de la capacité de produire le moteur tout le long de la durée de vie opérationnelle du char. De même, si la réserve de puissance semble indispensable pour prendre en compte l'évolution de la masse due à l'ajout de blindage et d'autres équipements qui se grefferont immanquablement au cours de la vie opérationnelle de l'engin, il est fort à parier que le moteur devra faire face à une forte demande en électricité, notamment pour alimenter les futurs systèmes d'armes à énergie dirigée. De plus, s'il semble actuellement hors de portée d'imaginer un char fonctionnant uniquement à l'énergie électrique, il semble nécessaire d'imaginer un fonctionnement hybride mixant moteur thermique et un moteur électrique. Sous réserve des questions de poids, ce mix permettrait de disposer de meilleures capacités d'accélération et de capacités de déplacement silencieux. Aussi, la question des batteries électriques se pose pour les systèmes et capteurs qui fonctionnent alors que le char est à l'arrêt, notamment lors des missions de contrôle et de surveillance. Si rupture technologique il y a, ce sera sûrement dans le domaine de la motorisation. Le choix du moteur se fera entre deux grands types, la turbine à gaz ou le moteur à piston. Ce dernier peut notamment être disposé en V ou en X. Outre les capacités d'accélération et de consommation de carburant, les variations de poids entre les différentes technologies sont grandes. La localisation du moteur pourra également faire l'objet d'un arbitrage, à l'arrière de manière classique ou à l'avant comme sur le Merkava. Les moteurs MTU allemands règnent en maître aussi bien sur le marché des moteurs de char que sur celui des VCI. En prenant en compte un principe de résilience des capacités de production industrielle, cette hégémonie semble devoir être questionnée. Peut-être plus que pour d'autres domaines, il semble nécessaire de se poser la question de l'utilisation des brevets technologiques et la possibilité de produire sous licence un moteur européen pour chars de combat. Si des pays font le choix de produire via leur BITD, cela devrait être rendu possible juridiquement. Le moteur, tout comme les organes mécaniques comme les éléments de direction ou de transmission, devront permettre le passage d'un engin habité à un engin inhabité. Si le MGCS sera accompagné de drones terrestres, il ne semble pas hors de propos d'envisager des MGCS eux-mêmes dronisés. À la manière des drones aériens qui seront les ailiers du SCAF, le MGCS sera épaulé par une multitude de drones aux fonctions diverses comme le soutien armé, la lutte anti-drone ou le déminage. À partir de juin 2023, le théâtre des opérations ukrainien démontre comment le drone aérien peut détruire ou mettre hors service le char d'assaut et comment les champs de mines sont des obstacles quasi infranchissables. Dans un théâtre de haute intensité contre un ennemi pair, la couverture aérienne de proximité est essentielle.
Si les bulles de protection ont vocation à se superposer, il semble déraisonnable de miser uniquement sur un système anti-drone accompagnant le char. Il semble essentiel que le char puisse disposer d'une protection anti-drone autonome, minimale et crédible. La recherche du poids le plus faible possible ne doit pas imposer de faire l'impasse sur de telles protections. Cela étant dit, le drone terrestre anti-drone aérien prend forme au travers de la proposition de GDLS illustrée dans une vidéo publiée en octobre 2023. L'un des intérêts du système est qu'il peut être disposé sur des plateformes différentes. Ainsi, le futur char américain A1E3 pourra disposer de sa propre protection disposée sur sa tourelle, ainsi que d'une protection de proximité montée sur des drones et des strikers dédiés à la mission et dotés des mêmes systèmes M-SHORAD. L'ouverture d'itinéraire pourra être réalisée par des drones de toute taille. Les véhicules de déminage robotisés sont actuellement en service. Ils sont basés sur un châssis de char de combat, soit sur des plateformes plus petites. L'expérience française du déminage comprend notamment l'AMX-30B2DT et l'AMX-30 doté de systèmes de déminage pyrotechnique pour mines anti-chars. Les entreprises françaises sont également en capacité de produire des engins plus petits, comme le CEFA Robots SDZ. Ce type d'équipement peut utiliser différents outils utiles pour le déminage ou de petites opérations d'ouverture d'itinéraire. Les drones isolés ou les convois de drones seront très utiles lors d'opérations logistiques en zone hostile ou à l'arrière. Surtout, des systèmes robotisés aériens ou terrestres pourront réaliser des évacuations sanitaires ou au plus près du front. Le panel des missions étant très large, les drones de combat accompagnant les chars seront donc des versions de combat de différentes plateformes universelles. Dans la poursuite de la numérisation du champ de bataille, la mise en place d'un espace de partage numérique adapté au combat sera l'une des composantes d'une prochaine révolution des affaires militaires, dont les contours semblent encore une fois difficiles à cerner. Le cloud de combat dépasse très largement le cadre du MGCS et même du SCAF. C'est tous les systèmes d'armes en interconnexion qui sont concernés, du soldat dans la zone de contact jusqu'au centre de décision. Bien sûr, dans ce type de démarche, les promesses sont au moins aussi grandes que les risques. Il ne faut pas oublier les difficultés rencontrées pour mettre de l'ordre dans toute la complexité des lignes de code d'un F-35. Surtout, c'est bien l'expertise de Dassault et de Thales dans la réalisation de ce type d'architecture numérique qui sera l'un des facteurs garantissant la souveraineté de la France dans ce domaine crucial qu'est la maîtrise de l'information. La cybersécurité sera la clé de la réussite pour ces systèmes d'armes dont la supériorité est bâtie sur l'acquisition, l'utilisation et le partage de l'information. De manière très triviale, la consommation en espace et surtout en énergie de ces systèmes devront être pris en considération. Les différentes interfaces nécessiteront sûrement un agencement particulier de l'habitacle du char. Dans le cadre du projet SCAF, le pilier SimLab réunit pour le moment Airbus, Dassault, Safran et MTU, ainsi que MBDA et Thales en sous-traitant. Dans un projet visant à réaliser un système de systèmes, dédié à un pilier qui a pour thème la cohérence d'ensemble semble aussi courageux que nécessaire. Courageux car s'il est bien piloté, les responsabilités de chacun seront claires, aussi bien dans la réussite que dans la mauvaise volonté. Nécessaire tout simplement pour ne pas perdre le fil dans un projet au long cours. La gestion des projets majeurs d'armement est étudiée sous toutes les coutures depuis des décennies. Du côté des États-Unis d'Amérique, les aspects principaux de cette gestion sont étroitement liés à la procédure d'acquisition des matériels. Quand elle est appréhendée de loin, cette procédure d'acquisition, organisée autour de 3 jalons principaux, semble stable depuis 1964. Cette apparente simplicité ne doit pas faire oublier les réformes successives des procédures d'acquisition menées depuis ces dates, ainsi que les remises en cause de ces procédures par les acheteurs qui les jugent trop longues ou trop complexes. Surtout, il convient de souligner le niveau de finesse actuel des procédures américaines de suivi de ce type de projet. Toutes les étapes sont abordées, de la genèse jusqu'au recyclage du produit en fin de vie. Déjà, la recherche de la simplicité apparaît dans certains documents. Il convient sûrement de rappeler la formule suivante. Il faut éviter la démagogie de la simplicité et s'efforcer à une pédagogie de la complexité. Cette expression pourrait être un fil conducteur de ce pilier. Oui, le pilier cohérence d'ensemble devra intégrer tous les aspects liés à la technologie du char. Il devra également s'intéresser à la propriété intellectuelle des matériels et des logiciels. Il devra donner à voir et à comprendre l'état des consommations budgétaires pour s'assurer du soutien des politiques. Au final, il semble que ce pilier cohérence d'ensemble pourra être le pilier qui garantira dans le temps la bonne marche du processus d'innovation. Concernant les capteurs, ils devront permettre d'assurer la létalité du char, sa survie, tout en permettant une connectivité maximum aux différents systèmes d'armes, de contrôle et de commandement. Les types de détection disponibles pour équiper les blindés ou les soldats sont nombreux. Les moyens de détection radar, optique sonore ou électronique sont des technologies éprouvées et mises en œuvre dans de nombreuses forces armées, aussi bien sur des plateformes mobiles que sur des installations fixes.
Ces capteurs seront donc au service de la connaissance de la situation, mais aussi au service de la protection du véhicule, soit contre les roquettes et missiles provenant des côtés, soit contre les menaces provenant du ciel, comme les drones et les munitions rôdeuses. Les systèmes de tir et de visée seront probablement couplés à ces différents capteurs. A titre de comparaison, la technologie clé de voûte de la version Sub V4 du M1A2 Abrams consistait en une caméra infrarouge frontale de 3ème génération et une mise à niveau complète du système de visée, permettant notamment une meilleure discrimination des cibles. Toujours à titre de comparaison, la protection active qui équipe le M1 de l'US Army pose certaines difficultés. L'ajout de systèmes au cours de la carrière opérationnelle d'un matériel est souvent une difficulté, même si les matériels sont conçus avec des marges de progression. La bonne intégration des futurs capteurs et protections sera un défi pour les évolutions futures. Concernant la furtivité du MGCS, elle sera multiple. L'engin devra être difficile à distinguer à l'œil nu, devra offrir une faible signature infrarouge et radar, être discret lors des émissions et réceptions de données. Un des premiers éléments qui permettent d'assurer la discrétion d'un véhicule est peut-être tout simplement ses dimensions. Le fait d'avoir une hauteur faible sera-t-il toujours un avantage en 2045 ? Quoi qu'il en soit, la tendance est à l'augmentation de la taille et du poids des véhicules militaires. La taille des individus augmente tout comme l'encombrement des équipements individuels. De plus, la longue durée d'émission peut nécessiter un volume plus grand, pour plus de confort. Les peintures peuvent permettre d'augmenter la discrétion visuelle et diminuer la signature radar. Surtout, il conviendra d'évaluer au plus vite l'intérêt des camouflages actifs. Relève-t-il du gadget ou d'une réelle avancée tactique ? Le projet Caméléon, mené par la DGA et Nexter, a notamment pour objectif de développer un camouflage actif des véhicules et des fantassins s'adaptant à l'environnement dans le domaine visible et infrarouge. En novembre 2021, le projet a atteint le stade du démonstrateur. Si Nexter travaille sur le sujet, c'est également le cas de BAE Systems, qui travaille depuis 2011 sur son système Adaptative. BAE a développé un démonstrateur sur châssis CV90 et imagine proposer cette solution sur des hélicoptères et des navires. Il conviendra de voir si ces technologies seront directement intégrées au véhicule ou s'ils seront montés à partir de kits produits sous forme de tuiles ou de capes. Dans tous les cas, une consommation électrique sera nécessaire pour alimenter le dispositif. La furtivité liée aux émissions-réceptions de toute nature sera bien sûr un domaine crucial, surtout pour un système de systèmes bâti sur la connectivité. Enfin, la furtivité est également sonore. Le bruit d'un véhicule est notamment généré par le moteur ou les chenilles. Les chars dotés d'une turbine à gaz génèrent un volume sonore inférieur aux chars dotés de moteurs classiques. Depuis le lancement des programmes SCAF et MGCS, de nombreux projets envisagés sous l'angle d'une coopération franco-allemande ont connu de larges déconvenues. Le programme Maritime Airborne Warfare System, lancé en 2018, devait entrer en service en 2035. Il a été annulé en 2021. La France prend acte du retrait de l'Allemagne du programme Tigre Mk3 en août 2022, et le programme SCAF a traversé de larges perturbations avant même son premier vol. Le projet d'artillerie longue portée Common and Direct Fire System est quant à lui repoussé d'un commun accord. Face à ces difficultés bien connues de mener à bien des projets complexes d'armement, et face au retard pris par le programme MGCS, le développement d'un char à partir du démonstrateur EMBT semble un scénario à approfondir. Sans remettre en cause ni la coopération franco-allemande ni le projet MGCS, le développement d'une version de préfiguration pourrait permettre de mettre en place un outil de production étudié pour faire la bascule depuis l'EMBT vers le MGCS. Le char de préfiguration serait destiné à remplacer une partie du parc de Leclerc, dont le maintien en conditions opérationnelles va être de plus en plus compliqué par le manque de pièces. Cela permettrait aussi de tester en conditions réelles les technologies du MGCS. Une partie des chars de préfiguration remplirait des missions opérationnelles, alors qu'une autre partie pourrait servir de banc d'essai pour l'intégration des systèmes du MGCS au fur et à mesure de la maturité de ces derniers. Sur le principe, le test d'un matériel de préfiguration, qui répond à un besoin opérationnel immédiat, semble un scénario qui limite les risques, de toute nature, par rapport à une mise en œuvre brutale d'un matériel disruptif. En conclusion, la démarche Scorpion puis Titan implique le renouvellement du segment lourd du combat aéroterrestre de la France. Le programme MGCS a connu des difficultés, et le programme Tigre Mk3 semble oublié suite à la sortie du programme par les Allemands et suite au rétexte du conflit ukrainien. Dommage collatéral, l'intégration sur le Tigre du missile Acheron LP semble également stoppée. Le véhicule blindé d'aide à l'engagement est quant à lui lancé le 6 décembre 2023. Enfin, si les réflexions sur le remplacement du VBCI semblent être présentes dans les esprits, la cohérence d'ensemble dans le développement des matériels majeurs est difficile à percevoir.
Bien que tout cela soit mené sous l'égide de l'initiative Scorpion, l'observateur extérieur, évidemment mal informé, a du mal à percevoir si la conduite de tous ces projets est bien coordonnée ou simplement concomitante. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.